théorie, quand on regarde les chiffres, il pourrait être tenté de faire une coalition, j'allais dire, à l'extrême droite et avec les partis religieux. Si on fait l'addition donc des voix du Likoud Beiteinu et du foyer juif et des différents partis religieux, il arrive à 62. Donc en théorie, il peut le faire. Ceci dit, ça le met dans une immense fragilité parce que ça veut dire qu'à chaque fois que Shas ou la liste unifiée de la Torah voudra 3 francs 6, enfin plutôt 50 shekels de plus pour financer ses œuvres, ceci, cela, il sera à chaque fois l'otage de cette coalition. Donc il peut le faire, il peut décider que finalement pour lui c'est plus pratique, ce sont des gens qu'il connaît bien, qui manipulent. Mais je ne suis pas sûr qu'il aille dans cette voie-là. La voie la plus logique, me semble-t-il, c'est de faire une coalition à la fois avec le foyer juif donc de Bennett, qui connaît bien puisque ça a été son chef de cabinet, et que finalement ce sont des sionistes laïcs, enfin des sionistes hyper à droite mais laïcs, ce qui lui va plutôt bien, et en même temps avec ce qui est qualifié de centre, donc le parti de Lapid, et peut-être probablement étendu à Tzipi Livni, donc aussi voix de Tzipi Livni et Kadima. Donc faire une sorte de grosse masse qui englobe à la fois ce qu'on appelle le centre et en même temps la droite et l'extrême droite, mais sans les partis religieux. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que finalement c'est probablement les électeurs ont manifesté leur volonté de plus, entre guillemets, de social. C'est-à-dire, le message qu'ils ont fait passer au gouvernement, c'est les dossiers internationaux, on en a assez, l'Iran, le Hezbollah, tout ça, c'est un petit peu des falaises. Nous, ce qu'on veut, c'est voir notre quotidien amélioré, parce qu'il y a un quart de la population juive qui vit en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'il y a eu les indignés dans les rues de Tel Aviv, mais notre ami reviendra sûrement tout à l'heure. Et que finalement ce qui compte, vu qu'il n'y a pas d'espoir à attendre, enfin, je ne fais pas du tout leur avocat, mais en tant qu'expert, j'essaie d'analyser. Et donc, comme il pense-t-il, il n'y a rien à attendre du côté palestinien, ni de la communauté internationale, ben, autant essayer de privilégier l'agenda social, donc avoir des logements moins chers, un peu plus d'argent à la fin du mois, une vie un petit peu meilleure, etc. Donc je pense que Netanyahou se dit la situation économique d'Israël est sur les plans macroéconomiques plutôt bonne. Donc après tout, s'il faut faire marcher un peu la planche à billets, faire du déficit, etc., après tout, pourquoi pas si ça me permet de rester au pouvoir. Je crois surtout qu'il se dit, parce que on va dire que les responsables sécuritaires israéliens voient tous et alertent tous le pouvoir sur le thème les risques d'une troisième intifada sont quand même réels. Et autant il y a un an, les responsables israéliens niaient, étaient vraiment dans le déni de la possibilité d'un nouvel affrontement avec les Palestiniens. Là, je ne parle pas d'une opération à Gaza comme il y a eu au mois de novembre, je parle d'une vraie intifada, c'est quelque chose de majeur dans les territoires palestiniens. Il se dit, voilà, si je dois affronter une intifada qui peut éclater sur n'importe quel incident, etc., mieux vaut affronter cette intifada avec une majorité, enfin avec une coalition, disons, qui englobe les classes moyennes, le centre et notamment les colons, ceux qui vivent, ceux qui ont voté pour le foyer juif, qu'avec finalement les religieux où je vais me mettre dans des tas de problèmes, où je vais avoir et le centre et la gauche contre moi, etc. Donc il faut essayer de fédérer le maximum de la population israélienne, donc je pense qu'il a intérêt à aller dans cette voie-là. Donc voilà pour la scène intérieure. Sur la scène extérieure et sur ce qu'on peut penser des élections, plusieurs choses. Je crois que les priorités très claires du gouvernement israélien sont maintenant son environnement immédiat. C'est-à-dire que la menace iranienne, tout ça c'est pour la galerie, enfin c'est pas pour la galerie, mais disons c'est largement instrumentalisé parce que finalement il vaut mieux crier au loup et désigner un ennemi lointain, ce qui permet de fédérer la population, etc. etc. Mais je crois, j'en suis même sûr, ce qui vraiment panique ou du moins inquiète énormément les responsables israéliens, c'est évidemment la sécurité dans leur environnement immédiat, c'est-à-dire à la fois bien sûr la situation dans les territoires palestiniens
mais aussi et surtout la situation dans le Sinaï. Je veux dire, ils qualifient maintenant ouvertement le Sinaï ils évoquent le qualificatif de Somaliland, c'est-à-dire ils disent le Sinaï, la péninsule du Sinaï est en train de se somaliser, donc de devenir de la Somalie. Donc ça leur fait très peur ce qui se passe. Et c'est pas dirigé contre les Égyptiens, c'est vraiment dirigé contre le manque de présence étatique égyptienne, voulu ou pas pour des tas de raisons, et le fait que ça devient très difficile à gérer pour eux, les trafics, les attaques, les raids, etc. Ce qui les inquiète beaucoup, c'est bien sûr la bande de Gaza et le Hamas à Gaza. C'est évidemment la manière dont tournera la population palestinienne en Cisjordanie, et là on reboucle sur le risque d'une troisième intifada. C'est bien évidemment ce qui se passe en Jordanie, qui les inquiète beaucoup, parce qu'ils sont assez pessimistes sur le devenir de la Jordanie et sur la capacité du roi à se maintenir ou à se maintenir au pouvoir, ou à être contraint finalement de devoir s'associer et donc de devoir réintégrer dans le jeu les frères musulmans jordaniens, et donc avec des implications manifestes sur le dossier palestinien, etc. Et puis bien sûr, ce qui les inquiète, c'est la Syrie, le Liban, mais à travers le Hezbollah, mais surtout la Syrie, parce que pendant longtemps, ils ont préféré, ils se considéraient comme totalement neutres dans la crise syrienne, ils ne voulaient surtout pas intervenir. Le motto, c'était il vaut mieux le diable que l'on connaît que le chaos. Donc Bachar el-Assad, la famille al-Assad, on les pratique depuis 40 ans, chacun connaît les lignes rouges, donc finalement c'est gérable. Le chaos, on ne sait pas trop. Là, on voit très bien qu'il y a une évolution. Maintenant, je crois que c'est très clair dans l'esprit des décideurs israéliens et d'une partie du pouvoir israélien. Quand je dis pouvoir, c'est au sens des élites, tout parti confondu. C'est la certitude que Bachar va tomber. Alors on ne sait pas quand, mais c'est qu'un jour ou l'autre, Bachar va tomber. Que ce jour-là, plus le moment de la chute de Bachar el-Assad est retardé, plus les djihadistes prendront du poids en Syrie, moins l'armée syrienne libre, ou du moins l'opposition, parviendra à être modérée. Et donc la Syrie redeviendra un front pour eux et un foyer de soucis permanents. Donc dans ce cadre-là, il faut agir avant pour essayer d'éliminer tout ce qui peut être gênant, et il faut surtout passer un message très fort au Hezbollah, à Téhéran et à Damas, qui est que rien de véritablement gênant ne doit aboutir dans les mains du Hezbollah au Liban. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc dans la nuit d'avant-hier à hier, l'aviation israélienne est intervenue apparemment à plusieurs reprises, à la fois à la frontière à la frontière syro-libanaise et dans la banlieue de Damas. Alors sur ces raids, actuellement, on en discutait tout à l'heure, le gouvernement israélien a mis un blackout total, donc on ne sait que très peu de choses. De ce que l'on sait de différentes sources, etc., il semblerait qu'en fait, il y ait eu deux types d'objectifs visés, c'est-à-dire à la fois un convoi d'armes qui aurait été détruit donc à la frontière entre la Syrie et le Liban côté syrien, qui pourrait ou qui aurait pu transporter, parce qu'en ce moment il fait plutôt mauvais dans la région, notamment il pleut, et le temps est très couvert. Donc profitant de ces mauvaises conditions climatiques qui empêchent les reconnaissances de drones, qui brouillent, qui empêchent donc une vue très claire au niveau des satellites, etc. Le Hezbollah a pu se dire c'est le bon moment d'essayer de rapatrier soit des missiles solaires de dernière génération, soit peut-être des têtes chimiques, soit des missiles anti-chars dernier modèle, soit des missiles anti-navires qui nous permettraient de harceler la marine israélienne au large des côtes, etc. Enfin bref, des armes jugées sensibles, et donc de profiter du chaos régnant à Damas pour rapatrier un certain nombre de matériels sensibles dans ces caches et dans ces dépôts au sud Liban. Et donc ça, c'était clairement une ligne rouge pour le gouvernement israélien, donc qui a frappé pour détruire ces convois et en même temps pour montrer aux Syriens et au Hezbollah que nonobstant ce qui se passe, ils arrivent à suivre de très près l'évolution de la situation, et surtout faire passer le message à Bachar el-Assad
qui est ne surtout pas cacher vos armes et votre arsenal en dehors de votre territoire et le maintenir sous contrôle. Il semblerait aussi qu'il y ait eu un deuxième raid ou un autre raid dans la banlieue de Damas pour cibler un lieu de stockage d'armes chimiques. Là aussi parce que le gouvernement israélien devait avoir peur que, vu les conditions tactiques sur le terrain, celles-ci tombent dans de mauvaises mains, soit celles de djihadistes, soit celles de combattants du Hezbollah, etc. Donc, et pour terminer, je dirais que ce que je retiens de cette frappe, encore une fois, il faut utiliser beaucoup de... il faut évoquer... il faut parler avec beaucoup de prudence parce qu'on sait très peu de choses, même dans le milieu des experts et même dans le milieu institutionnel, il y a très très peu d'informations qui filtrent. Mais ce que je retiens comme information intéressante, c'est que, et là tout le monde en est sûr, on sait que le chef des services de renseignement militaire israélien s'est rendu à Washington la veille de ces frappes, ce qui veut dire que ces mouvements étaient probablement déjà anticipés, ce qui veut dire qu'ils avaient des signaux venant du terrain montrant que clairement quelque chose se préparait. Mais surtout ce qui montre que les Israéliens, même pour des frappes quand même très ponctuelles et limitées, comme celles qui ont eu lieu, sont obligés d'avoir le feu vert de Washington. Et moi, c'est ce que je retiens. Ce qui veut dire, à contrario, que si demain ou après-demain, ou le jour d'après, les Israéliens voulaient intervenir sur l'Iran, même pour une frappe symbolique, parce que ça c'est un autre sujet, on pourra peut-être y revenir pendant la période de questions-réponses, même s'ils intervenaient donc sur une frappe symbolique, impérativement, ils auraient besoin du feu vert de Washington et ils ne pourraient pas s'en passer. Donc voilà un petit peu comment je vois la situation, c'est-à-dire bien entendu gel du dossier palestinien, parce qu'on n'imagine pas la coalition, quelle qu'elle soit, se focaliser sur le dossier palestinien. Je crois que, y compris entre guillemets, ce qu'on qualifie de la gauche israélienne est démotivée, c'est-à-dire se dit il n'y a vraiment pas d'espoir à attendre sur ce front-là. Donc on imagine mal M. Lapid, qui est quand même plutôt un libéral de droite, qui, même s'il est classé au centre, qui privilégie quand même les classes moyennes, etc., dire bah non, nous, billes en tête, on va aller défendre et relancer le processus de paix. Donc je crois que ce qu'ils veulent, c'est simplement plus d'argent, une meilleure qualité de vie, etc. Et ils sont à peu près tous d'accord pour accepter l'idée qu'un jour ou l'autre, il faudra affronter les Palestiniens, et ce jour-là, ben, ils verront bien. Donc voilà où on en est, à mon avis. Merci, bonsoir. Merci d'être là. Moi, je vais essayer de revenir un petit peu sur le contexte politique interne, en fait, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites pendant la journée et après, qui n'étaient pas forcément toujours exactes, justement parce qu'on a vu quelqu'un comme Lapid comme quelqu'un qui était plutôt au centre, issu du mouvement social. C'est politiquement vrai au sens d'une formation politique et effectivement, il est issu du mouvement social. Mais le fait qu'il soit comme ça, qu'il émerge comme ça à un aussi niveau, ce qui est par ailleurs jamais vu en Israël, qu'on part de 0 à 19, qu'on arrive à 19 députés comme ça la première fois qu'on se présente aux élections, c'est du jamais vu. Voilà, le fait qu'il émerge comme ça, c'est plutôt le signe d'une droitisation de la vie politique israélienne qui se poursuit. Hein, ça fait quand même un certain temps que la droite israélienne est au pouvoir, plus de 10 ans maintenant, et ça continue. La coalition dont vous parliez tout à l'heure, donc foyer juif, Israël Beitenu Likoud et donc Lapid, c'est sans doute, si on y réfléchit un peu, si on regarde leur programme vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, mais pas seulement, vis-à-vis de la vie interne en Israël, vis-à-vis des Arabes israéliens, vis-à-vis de plein de choses, c'est sans doute une des coalitions la plus à droite qui ait jamais eu en Israël. Même si on compare à Shamir, Begin, tout ça, c'est quand même assez sans précédent dans le projet politique, dans ce qui a été dit sur la reconquête des territoires. Quelqu'un comme Bennett parle de reconquête des territoires occupés, c'est dire un peu Donc ça pour moi c'est vraiment Et comme cette coalition a aujourd'hui 62 députés, ils sont capables d'y aller tout seuls. Et avec une coalition qui sera certainement beaucoup plus stable que la coalition qui avait, comment dirait Barak en son
son sein, ou même une coalition qu'ils auraient pu faire avec quelqu'un comme Tzipi Livni, qui a fait une partie de sa campagne quand même sur l'idée de la création d'un État palestinien. C'est quand même son originalité dans les partis du centre. Donc ça, pour moi, c'est le premier enseignement. Et c'est pas trop ce qu'on a vu au début, au lendemain de l'élection. On parlait plutôt d'un recentrage de la vie politique. Ça, pour moi, c'est pas vraiment le cas. La deuxième leçon, c'est que présentateur de télé en Israël, ça mène à tout, puisqu'il y avait chez Yassinovitch, maintenant il y a Yair Lapid. La troisième leçon, c'est la fin complète enfin, la fin complète, on ne peut jamais se tirer à l'avenir, mais c'est la fin du bipolarisme. On n'a jamais vu une Knesset aussi éclatée, finalement, entre des partis, aussi forts, parce que Israël et Beiteinu, c'est 35 députés, Yair Lapid, c'est 19, les travaillistes, c'est 15, Arabes israéliens, 12, sur ma foi, les Juifs à 12 aussi, c'est très éclaté. Donc l'idée que le Likoud VS travailliste, c'était un peu l'affrontement dans les médias et dans les campagnes électorales qui rythmait un peu la vie politique, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est vrai. Ça se fait du côté des partis religieux, ça se fait au centre, et ça se fait la question de savoir est-ce que Meretz va prendre plus ou moins de vote au parti travailliste, et est-ce que les partis arabes vont être forts. Voilà, ça c'est pour la troisième leçon, je pense qu'on peut tirer de ce scrutin. La dernière leçon, c'est la permanence du centre, quel qu'il soit, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a entre, je sais plus, c'est tellement compliqué de compter aux députés près, mais il y a 27, 28 députés qui sont issus d'une formation qui s'affiche officiellement au centre. C'est Kadima, c'est le parti de Livni, c'est Lapid, ça fait ça en fait. Et c'était déjà le cas en 2009 avec Kadima, qui avait 29 députés à l'époque, et qui était le premier groupe parlementaire à la Knesset. Et ça fait plusieurs années, en fait, depuis la formation de Kadima par Ariel Sharon en 2005, il y a comme ça un parti assez fort. Donc ça, voilà pour les enseignements. Les questions qu'on s'est posées aussi, c'est finalement qu'on se posait quand on discutait avec les gens du Likoud. C'était vraiment mon interrogation quand on l'a su publiquement. Donc j'ai discuté avec des gens du Likoud et des cadres et aussi bien des militants. Je leur ai demandé pourquoi Netanyahou s'est allié avec Lieberman. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait liste commune? Ça paraissait complètement suicidaire du point de vue électoral. Il faut se rappeler quand même que Lieberman, donc, qui a toujours été très controversé en Israël, mais qui a quand même réussi à faire un certain succès électoral avec son parti russophone, venait de démissionner des ministres des Affaires étrangères parce qu'il était mis en examen pour une quantité incroyable de chefs d'accusation qui étaient déjà latent depuis une bonne dizaine d'années. Ça faisait très longtemps, ça remonte à ses campagnes électorales du début des années 2000. Enfin, c'était quelque chose que voilà. Donc l'idée de Netanyahou de faire liste commune avec lui, ça paraissait un peu spécial. Et c'est là que c'est intéressant, je pense, quand on l'examine, c'est que les raisons mêmes qui font que le Likoud et Israël Beiteinu sont si faibles, c'est le fait que Netanyahou a lui-même anticipé que son score serait faible. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un cercle vertueux de la vie politique israélienne pour les grands partis, mais on est dans un cercle vicieux. Netanyahou s'est mis avec Israël Beiteinu justement parce qu'il craignait de ne pas avoir le premier groupe parlementaire à la Knesset et donc de ne pas être en position d'être celui qui allait former le futur gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, quitte à perdre un ensemble de députés, quitte à avoir peut-être 20, 25 députés, il faut absolument que je me mette avec Lieberman, qui lui m'amènera toujours, bon an, mal an, 7 ou 8 députés. Lieberman, lui, se met avec le Likoud, parce qu'il sait bien que son électorat va en s'érodant. Le gros de l'émigration russophone en Israël, donc la base même de son électorat, ce pourquoi il a quitté le Likoud il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, barré par des gens comme Dan Maribor ou même Netanyahou, c'était cet électorat russophone qui allait voter pour un parti qu'il représentait de manière identitaire, quelle que soit son orientation politique. Aujourd'hui, comme l'électorat russophone, il s'insère dans la société israélienne, il est beaucoup moins, un peu moins, on va dire, pointé du doigt. Enfin bon, il y a un éclatement comme ça général de la société israélienne, mais disons qu'ils s'insèrent, ils ont plus de travail, voilà. Ils vont plus voter pour des partis qui les représentent idéologiquement et non pas de manière identitaire, et donc forcément la base en fait de l'électorat de Lieberman va s'éroder un petit peu. Donc voilà pourquoi
ils avaient anticipé cette défaite, mais cette érosion de leur électorat, et malgré tout, ils se sont mis ensemble. L'autre question, c'était par rapport à est-ce que cette élection marque l'émergence du mouvement social israélien dans les élections, la concrétisation du mouvement social israélien dans l'élection. Alors là, c'est pareil, oui et non, parce qu'en fait, quand il y a eu ce mouvement social, donc c'était le mois d'août 2011 et le mois d'août septembre, c'était très, très, très impressionnant. Moi, j'étais à Tel Aviv un peu toute cette période, et je rencontrais par exemple des colons qui n'étaient pas les colons d'endroits comme Élie, qui sont très, sont plus foyers juifs, mais c'était des colons, disons, du boucher de Sion, qui sont là un peu dans les colonies pour des raisons économiques, parce que c'est un peu moins cher et tout ça, qui supportaient plus trop qu'il y ait comme ça ces avantages faits aux colons pour qu'ils habitent là-bas, et qui se disaient, bon ben voilà, moi à terme je vais rentrer en Israël, je suis là pour 1 ou 2 années ou tout ça, mais je vais rentrer en Israël dès que j'aurai trouvé un moyen de me payer un appartement qui sera un peu mieux, et j'ai pas du tout envie en fait que continue comme ça à construire ce type de colonie. Bon, Malé Adoumim ça peut aller, Goucher de Sion ça peut aller, mais Élie, tout ça, où on fait des bases de l'armée israélienne et tout ça, ça ne va plus. Donc voilà. Donc eux, très clairement, se retrouvent bien dans Lapid et ont clairement voté Lapid. Lapid qui par ailleurs a un programme très proactif sur les questions du logement, sur les questions vous l'avez dit, sur la classe moyenne, c'est ça, il vise très clairement la classe moyenne, c'est son électorat. D'ailleurs, si on regarde un peu la carte électorale en Israël, Lapid a clairement pris des votes aux travaillistes à Tel Aviv. Tel Aviv aujourd'hui vote Lapid. C'est assez frappant. La question après, c'est de savoir qui est Lapid. Est-ce qu'il représente finalement l'espoir d'un projet social? Quand on le regarde, pas du tout en fait. Lapid, et d'ailleurs les gens du Likoud se sont réjouis le jour de l'élection que ce soit lui et plutôt pas le parti travailliste. Lapid, c'est un libéral pur sucre. Il est pour la réduction des impôts. Alors il le maquille en disant je suis pour des logements pour tous et tout ça, pour un accès au logement plus facile, mais il est très clairement pour la réduction des impôts, pour les gens qui payent le plus d'impôts, c'est-à-dire les classes moyennes. Ça, il l'a dit, et c'est l'essentiel de son programme, et c'est ça qu'il a fait qu'il a eu un score aussi énorme. Donc, est-ce qu'il est vraiment porteur d'un projet social? Pas vraiment, il n'a pas une cohérence comme ça d'un projet qui serait, je ne sais pas, on peut imaginer un projet keynésien ou un projet comme ça, mais c'est pas du tout son truc. Il n'est pas du tout dans cette optique-là, il est beaucoup plus proche par exemple de quelqu'un comme Dan Maribor, qui est le libéral pur sucre du Likoud depuis des années et qui plaide comme ça pour une politique économique strictement libérale, qui a suivi d'ailleurs un temps Netanyahou. Donc voilà, sur cette question de Lapid représentant le mouvement social, oui et non. L'autre question, c'est est-ce qu'il va durer? Alors là, il y a deux choses complètement contradictoires. C'est si on regarde l'histoire des partis centristes en Israël, ils ont tous comme ça émergé très fort à une élection et ils se sont complètement écroulés ensuite. On se rappelle, ça remonte à tôt, ça remonte aux années 70, c'était l'époque du parti Daesh, qui était un peu comme Lapid d'ailleurs, il proposait de réformer le système politique israélien. Bon, c'était un peu le même langage. Il a fait un mandat, il s'est complètement écroulé ensuite. Kadima, c'est ça, c'est une création électoraliste de Sharon en 2005 qui marche très bien un temps, qui fait encore, on l'a dit, 29 députés en 2009, mais qui s'écroule complètement à cette élection. Shaul Mofaz a fait 2 députés, c'est quand même une sacrée veste pour lui. Donc voilà, donc c'est un petit peu ambivalent. Qu'est-ce qui va se passer pour le prochain mandat, la prochaine Knesset? On ne peut pas vraiment le dire. Il y a 2 éléments quand même qui sont intéressants à noter, c'est que, encore une fois, de 0 à 19 députés, c'est du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Donc c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Par ailleurs, c'est quelqu'un de très charismatique, qui a une capacité à impulser un changement d'orientation dans son propre parti, à impulser un programme. Il est presque tout seul en fait à le faire, donc c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose que Netanyahou par exemple a moins. Donc voilà, qu'est-ce qu'il adviendra de lui, ça dépend aussi de sa personnalité. Il y a autre chose qui peut nous renseigner là-dessus, et je vais peut-être terminer là-dessus pour qu'on puisse un peu discuter ensemble. C'est son habileté politique. Moi, j'avais des questions par rapport à ça, le connaissant pas beaucoup. Je me demandais, est-ce que ce présentateur de télé est capable de sentir un peu la politique, et est capable de devancer les pièges et de s'insérer dans un système qui est
hyper pernicieux à la proportionnelle intégrale, c'est très compliqué. Lieberman lui a tendu un peu un petit piège la semaine dernière en lui disant s'il veut le ministère des Finances, pas de problème, il l'aura. Après tout, il a fait campagne là-dessus, sur le rééquilibrage et tout ça. Voilà. Sauf que le ministère des Finances aujourd'hui en Israël, alors qu'il y a eu des élections anticipées parce que le gouvernement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les coupes nécessaires qu'il y avait à faire dans le budget, c'est extrêmement périlleux. Il ne peut pas à la fois être élu en disant voilà, on va réduire les impôts et lui-même devoir faire des coupes dans le budget en même temps. C'est très compliqué. Donc il n'a pas refusé, il a simplement dit moi je préférais avoir, c'était cette semaine, en début de semaine sa réponse, je préférais avoir le ministère du Logement et surtout la tête de la commission des finances à la Knesset qui aujourd'hui est tenue par le parti judaïsme unifié de la Torah. Donc voilà, c'est quelqu'un qui visiblement est à l'aise avec la politique et qui commence à un peu, j'ai l'impression, mettre sa marque sur le prochain gouvernement. De toute façon, c'est lui qui décidera au final du ministère qu'il aura. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre de très près, c'est pas du tout un imbécile. Voilà. Bien, merci. Si vous avez besoin d'un micro, ça va? Oui. Bon, très bien. J'avais deux questions et une remarque. Une première question qui est celle de la coalition donc, qui a été abordée par les deux orateurs. Quelle coalition après ces résultats? Et en particulier vous-même, là sur l'hypothèse, vous disiez finalement il y a l'hypothèse extrême droite, mais il y a l'hypothèse donc avec Lapid, que vous sembliez privilégier, enfin du point de vue des prévisions. Alors ma question était, cette deuxième hypothèse, donc elle est aussi fragile en nombre numériquement, puisque ça fait 63 contre 62 de l'autre côté, après c'est pareil. Et la question était, est-ce que de toute façon, si Lapid veut effectivement aller dans un sens plus social, est-ce que c'est jouable dans la mesure où les marges financières ou budgétaires en fait, sont faibles et qu'elles supposeraient, semble-t-il, de toucher inévitablement à des budgets tabous que sont en fait les budgets de la défense et le coût de la colonisation. Donc ma première question était celle-ci. La deuxième, elle était par rapport en fait sur un autre champ, sur la question des attaques récentes d'Israël, celle d'il y a 2 jours. Et la question c'était comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de réaction externe à ça? C'est-à-dire que moi ce que j'ai vu seulement dans la presse c'est une réaction du côté de la Russie. J'ai rien vu d'autre. Et la question c'était est-ce que Israël peut continuer à faire ça comme ça sans aucune remarque d'ailleurs, entre guillemets, sans préciser de ailleurs. Et la remarque, c'était sur le vocabulaire. J'étais frappé que tous les deux, vous parlez toujours de territoire palestinien. Est-ce qu'il n'est pas temps, après le 29 novembre, de parler davantage de Palestine de façon générale dans notre vocabulaire? Voilà, c'était la remarque. Madame, on prend 2-3 questions et puis vous répondez comme vous souhaitez. Un des orateurs a parlé de la permanence du centre dans la vie politique israélienne. Et moi, je suis plutôt frappée par la permanence des religieux dans toutes les coalitions. À mon avis, je ne sais pas si c'est pas depuis la fondation d'État d'Israël, enfin, c'est quand même bien plus permanent que le centre. Donc, ma question est, si comme il semblerait se dessiner une coalition exclurait tous ces partis qui ont détenu des ministères depuis des années, des pouvoirs, etc., les partis religieux qui ne s'entendent pas tous non plus, est-ce que ces partis-là ne peuvent pas faire pression d'une manière ou d'une autre pour faire éclater une coalition avec un Lapid qui plaît certainement beaucoup à des citadins, etc., mais qui n'a pas d'identité très, très forte non plus. Hein. C'est-à-dire, il rassure beaucoup d'Israéliens après la menace d'une attaque contre l'Iran, après les indignés, etc. Il les rassure beaucoup, mais je ne sais pas s'il va être efficace. Donc, et puis ces religieux, ils représentent quand même une grande fraction d'Israël. Et je pense qu'ils ont un certain pouvoir. Donc qu'est-ce qui peut se passer avec les religieux s'ils sont exclus totalement ou en partie de la coalition? On va prendre ces 2 questions déjà. Vas-y. 3 questions même. Parce que, je vais peut-être
commencer sur ce. Enfin, on peut être complémentaire, je pense, sur ces points. D'accord. Alors, je vais remonter à rebours. Sur la place des religieux, j'avais fait le calcul. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 120 donc, élus, tout à l'heure, donc, vous l'aviez dit, c'est vrai qu'il y a, j'ai nommé, il y a 16 anciens journalistes. Donc, au top, on va dire, il vaut mieux être journaliste en Israël pour faire de la politique, alors qu'avant, il valait mieux être général. Donc, c'est un changement. Et au passage, il n'y a plus que, si on peut dire, 4 anciens généraux qui ont été élus. C'est un changement, au passage, c'est un vrai changement sociétal. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, vous auriez eu, 25, je dis bien 25 généraux, enfin colonels, disons, militaires de haut rang, et certainement, probablement, aucun journaliste. Maintenant, vous avez 7 journalistes et vous n'avez plus que 4 généraux. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a 39 religieux. Quand je dis religieux, c'est des rabbins ou des gens qui se revendiquent ouvertement de la mouvance religieuse. Même Lapide, je veux dire, Lapide, il a eu, enfin, de ce côté-là, et je souscris entièrement à votre analyse sur Lapide, il a été suffisamment rusé ou sioux, puisque son adjoint, enfin, le numéro 2 sur sa liste, c'est un rabbin. Donc, ce qu'il dit, c'est clairement, moi, je ratisse large, et je ratisse chez tout le monde, et manifestement, ça a marché. Ce qu'on peut dire donc chez les religieux, oui, vous avez raison, ils sont toujours là, ils sont puissants, ils sont incontournables, etc. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si justement Netanyahou, quand il va faire sa coalition, parce que bon, même si Lapide dit oui, moi j'arriverai à être Premier ministre, bon, objectivement, enfin, il ne faut jamais vendre la peau du loup, mais j'ai déjà imaginé. Sous-entendu, Netanyahou ne va pas réussir à faire sa coalition, donc c'est à moi qu'on va proposer de devenir Premier ministre. Bon, je crois que ça, c'est pas réaliste. Mais par contre, dans cette coalition, il y aura forcément des religieux, puisque ne serait-ce que dans le parti de Lapide, vous avez 7 ou 8, pas 7, mais vous devez avoir 4 rabbins et religieux. Donc déjà, ils seront là. Ce qui change, et là, pour moi, il y a un débat dont on n'en a pas parlé là, mais qui est crucial actuellement en Israël, c'est la question du service militaire applicable aux ultra-orthodoxes, qui jusqu'à présent donc, en étaient comment dire, exemptés. Et là, il y a un vrai débat de fond de société actuellement en Israël. Ça va très loin puisque les religieux crient au loup en disant si vous faites ça, on vous promet la guerre civile, etc. Les gens à gauche et au centre disent il n'y a pas de question qu'on soit les seuls à payer. Les orthodoxes aussi, au kaki et au treillis. Donc il y a un vrai débat. Et ce débat, il est d'autant plus réel et profond et je dirais fondamental que je pense, encore une fois, qu'il y a maintenant une sorte d'acceptation tacite et fataliste au sein de la société israélienne du fait qu'un jour ou l'autre, il va falloir de nouveau affronter les Palestiniens dans une nouvelle intifada. Et ce jour-là, il n'y a pas de raison que les orthodoxes ne montent pas au carton comme les autres. Donc il y a un vrai sujet sur la place et le rôle des religieux. En même temps, c'est une crainte, notamment pour les caciques de l'armée israélienne et le pouvoir israélien, qui a très peur de voir les orthodoxes arriver à des postes clés dans l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que de la part de ces orthodoxes, il y a une stratégie extrêmement claire qui se dessine déjà depuis 15 ans, qui est d'occuper un certain nombre de postes clés dans l'armée, pour s'assurer que si un jour un gouvernement israélien ordonnait le retrait des colonies et l'évacuation des colonies, l'armée puisse s'opposer, voire les armes à la main, à cette décision politique. Et donc ça pose le vrai problème de l'obéissance de l'armée au pouvoir politique. C'est un problème qui s'est posé à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, qui à chaque fois a été finalement résolu d'une manière, qui en fait n'a pas été résolue, c'est-à-dire que cette question s'est posée avant la guerre des 6 jours, où il y a eu un quasi-putsch des généraux pour aller à la guerre pour des tas de raisons, alors que le pouvoir politique civil n'en voulait pas vraiment. Donc c'est un vrai débat et c'est une vraie question en Israël. Pourquoi on ne parle pas de territoire palestinien, d'État palestinien, et on parle tous les deux toujours
territoire palestinien, c'est parce qu'en droit international, des jurés, on ne pourra parler d'État que quand le Conseil de sécurité des Nations Unies l'aura avalisé. Donc je crois que ça c'est unanimement reconnu. Je serai le premier à être heureux de parler d'État palestinien le jour où le Conseil de sécurité reconnaîtra officiellement Israël. Je crois aussi que c'est par une facilité de langage, tout simplement. C'est parce que c'est celle-là que je voulais pointer surtout. Non, mais c'est vrai. Pourquoi également on ne parle pas plus dans la presse et les médias des raids israéliens que j'ai mentionnés tout à l'heure? Je crois que c'est d'abord parce qu'il y a un blackout total d'Israël là-dessus. Il y a un blackout quasi total des Syriens là-dessus et des Libanais aussi. C'est-à-dire, en fait, les trois concernés se sont mis d'accord pour globalement ne pas en parler et faire le moins de bruit possible là-dessus. Je crois aussi que l'actualité internationale commande et que tout le monde a le regard vissé plutôt sur ce qui se passe à Damas, la guerre civile syrienne, la scène médiatico-politique en Israël, etc. Et que finalement, pour pas mal de gens, c'est finalement un épiphénomène dans ce qui se passe. Et enfin, sur la réduction possible des deux tabous, c'est-à-dire le budget de la défense et des colonies, vu ce qui se passe, le budget de la défense, non, en effet, je ne crois pas que ce soit le cas. Ce que je constate aussi, c'est que les États-Unis ont augmenté, ça aussi c'est une manœuvre assez remarquable d'Obama, je fais un aparté, c'est que Obama qui veut récupérer sa marge de manœuvre et son autonomie politique au Moyen-Orient, pour neutraliser les groupes de pression israéliens à Washington et au Congrès, d'un côté leur donne plus d'argent, c'est-à-dire dit moi j'augmente l'assistance militaire à Israël, c'est ce qu'il fait, puisque en l'espace de 5 ans, ce qu'on appelle donc les FMS, c'est-à-dire l'aide gratuite, le don gratuit d'argent donné par le contribuable américain à Israël pour les questions de défense, sans même parler des questions politiques et de développement, est passé de 2,25 à 3 milliards de dollars. Donc c'est quand même chaque année. C'est quand même une augmentation significative. Donc d'un côté, il dit, regardez, vous ne pouvez pas me taxer de brader les intérêts de sécurité d'Israël puisque j'augmente l'aide gratuite militaire à Israël. Et d'un autre côté, il dit à Netanyahou, écoute, maintenant je fais ma politique au Moyen-Orient et je ne vais plus du tout me consulter avec toi. Donc c'est-à-dire que je vais bien faire que ce que je veux. Donc sur l'Iran, sur la Syrie, et sur le Golfe et sur tous les autres sujets. La preuve, il nomme Chuck Hagel au poste du Pentagone, au Pentagone, et John Kerry au département d'État, qui sont notoirement deux personnalités qui ne sont pas extrêmement favorables au lobby israélien, aux différents groupes de pression israéliens, notamment à l'AIPAC, à Washington, et qui tous les deux sont au contraire pour la discussion avec l'Iran. Ensuite, donc, pour le budget de la défense, je ne pense pas qu'on aille vers une baisse parce que les Israéliens sont paniqués. Ils se disent oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc il faut surtout pas baisser la garde, donc il faut renforcer nos capacités militaires, etc. Sur le budget des colonies, on pourra en débattre. Là, je suis plus nuancé, je ne sais pas. Clairement, comme vous l'avez très bien dit, Lapid a fait campagne sur le thème il y en a marre de financer les colons, les logements de colons, etc. etc. Donc, d'un autre côté, Bennett, lui, est à fond pour. Donc, j'allais dire, ça dépendra de la composition de la coalition. Et bon, là, on ne lit pas dans le marc de café, donc on ne peut pas dire à l'avance. Donc, ma réponse, c'est si le foyer juif de Bennett est dans la coalition, j'imagine pas que le budget affecté, disons, aux colonies baisse. D'autant plus qu'on a Netanyahou qui a fait quand même des déclarations tonitruantes sur le thème le temps où les bulldozers rasaient les colonies est derrière nous, etc. Où il a ouvert une université à Ariel, c'est quand même un fait politique lourd de signification. Si par contre le foyer juif n'est pas dans sa coalition et qu'à la place il y a par exemple des religieux, peut-être. Sur le, juste pour continuer là-dessus, brièvement, mais
les partis religieux, c'est comme les colons, en fait, ils sont pas du tout homogènes et même ils s'affrontent directement. C'est ça, en fait, c'est sur ça que joue la droite depuis des années. C'est pour ça que le Likoud existe encore 30 ans après voilà, avoir pris le pouvoir en Israël. C'est parce qu'ils ont toujours joué là-dessus, quoi. Ils se détestent. Enfin, Bennett et Chasse, c'est quand même. Enfin, Chasse ultra-orthodoxe et Bennett. Comment dire, c'est des partis qui se détestent. Dans les colonies, c'est encore plus frappant. Quand vous allez à Psagot, donc vous avez grosso modo Psagot, c'est une colonie qui domine Ramallah et qui contrôle l'approvisionnement en eau de Ramallah. Donc c'est une colonie vraiment stratégique, mais qui est de, je sais pas, il y a peut-être 1000 foyers à Psagot, enfin voilà, c'est quand même assez petit. C'est des gens qui, quand vous leur posez, qui sont très religieux, qui viennent pour partie des États-Unis et un petit peu de France et qui sont très très radicaux et très religieux. Voilà, quand vous passez sous côte avec eux, vous vous rendez compte que voilà, ils le font vraiment de manière très particulière. Et néanmoins, quand vous leur dites, et les orthodoxes, ah non, les orthodoxes, surtout pas, on ne veut pas d'un État iranien en Israël. Donc, ces gens-là ne peuvent pas s'allier. Et c'est pareil pour les colons. Les colons, encore une fois, Gush Etzion, qui ont encore un peu un rêve de... en gros, on va faire des kibbutz avec Gush Etzion. Ils nous parlent de 48, ils montrent des films sur 48, ils suivent un peu hippie, comme ça, on est des colons cool, en gros. Psagot et justement Eli, ou alors ils sont carrément l'armée, ça y est, on y va, notre but c'est d'être 40% d'officiers dans Tsahal pour pouvoir effectivement contrer le retrait des colonies éventuelles, comme c'est arrivé pour nos frères de Gaza. Ces gens-là, ils ne s'entendent pas non plus, c'est pas possible. Donc c'est encore pour ça qu'il y a un pouvoir qui est possible, disons autour du Likoud, avec un discours comme ça, un peu de pacotille sur le retour aux négociations, des choses comme ça, sans préalable, tout ce que raconte Netanyahou depuis des années, et qu'on sait qu'il mène, qui est un instrument pour lui pour continuer à dialoguer avec le quartet et des gens comme ça. Et puis il y a une autre dimension qui elle renforce énormément la PID, c'est que le mouvement social, c'est quand même quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que ça a sédimenté toute une palette de revendications qui était complètement absente avant. Ça a réuni par exemple des Mizraïm qui votent Likoud depuis tant d'années avec des Arabes israéliens dans des comités de logement dans des villes comme Lod et tout ça. Enfin, fallait voir ça, c'était quand même assez impressionnant de les voir débattre ensemble sans venir aux mains, quoi. Je veux dire, ils arrivaient à faire des plateformes et tout, ça n'a pas duré forcément longtemps, c'était pas large, mais ça a existé. Voilà, c'est Lapid, il est investi de ça aussi pour les gens. Donc il a quand même une position qui est malgré tout, je pense, plus forte que des partis comme Judaïsme Unifié de la Terra ou Chasse, qui, en plus le chef du Chasse sort de prison, il est aussi en partie discrédité, sinon il aurait fait plus que 11, il faut 11 depuis tant d'années, s'ils n'ont pas décollé, il y a des raisons politiques aussi. Pas trop longtemps, juste pour ce que vous avez dit par rapport à la Palestine, je suis d'accord, c'est aussi effectivement la question du Conseil de sécurité, mais il y a aussi une autre question, c'est que moi je refuse personnellement de parler d'État palestinien quand il n'y a pas d'administration palestinienne sur l'ensemble des territoires et quand il y a un territoire qui est complètement morcelé comme il est aujourd'hui. Dans les négociations avec Arafat en 2000 à Camp David, il était question de favoriser la communication entre Gaza, d'instaurer la communication directe entre Gaza et la Cisjordanie par un tunnel, une route, il y avait tout un espace de débat. Aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. Malé Adoumim, qui est la colonie qui coupe la Cisjordanie en deux, elle s'étend, alors qu'elle devait se réduire, elle s'étend. Bon, Ariel, vous en avez parlé, je veux dire, c'est des territoires, c'est des territoires. Il faut dire des territoires. Moi, je pense que c'est un truc politique de ne pas se laisser embarquer dans cette idée qui est propre à l'autorité palestinienne. Mais finalement, pour les Palestiniens, c'est assez difficile d'en voir l'utilité sur le terrain, à tel point qu'il y a des Palestiniens qui disent aujourd'hui « Mais intégrez-nous à Israël, nous on veut travailler, on en a marre des checkpoints, intégrez-nous à Israël ». On en est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont à des espoirs tels qu'ils ont renoncé à l'idée d'État palestinien. Donc dire la Palestine, l'État de Palestine, moi ça me semble un peu, on va dire aujourd'hui, faux vis-à-vis du droit international, artificiel vis-à-vis de la situation et contre-productive pour les Palestiniens eux-mêmes.
Oui, moi, il me semble que le problème le majeur et dramatique, qui n'est finalement qui est quasiment pas évoqué dans tous les commentaires consécutifs aux élections israéliennes, c'est finalement le fait que si on ne fait pas de l'israélo-israélisme, mais si on regarde les choses un peu plus à distance, le problème fondamental, le problème majeur pour la société israélienne, c'est quand même son avenir, autrement dit, la relation qu'elle sera capable ou pas d'instaurer avec les Palestiniens. Et donc, le fait que ces élections, à part les 12 députés communistes Radash, Balad, des partis arabes Balad et un peu Meretz, à part ces 12 députés, finalement, la question de la relation avec les Palestiniens est un non-problème pour la société israélienne. Ça apparaît manifestement comme un non-problème et que je ne partage pas véritablement votre point de vue selon lequel il y aurait une inquiétude d'une troisième intifada. Je pense que la société israélienne telle que je peux la comprendre, bien entendu, a des préoccupations de sécurité, mais considère que finalement le problème de la relation avec les Palestiniens, il se réglera par la force et par la continuation de la colonisation, par la création d'une simili autorité palestinienne, enfin simili État palestinien. C'est manifestement la stratégie de Netanyahou qui est pratiquée depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on fait semblant de parler d'un État palestinien, d'un processus de paix, mais sur le terrain, en fait, on fait tout pour que le territoire d'Israël s'agrandisse et qu'il n'y ait évidemment pas d'État palestinien. Et la perception des risques évidents que ça comporte, ne serait-ce que pour la société israélienne, c'est-à-dire quel sera le profil de la société israélienne dans les années qui viennent, c'est-à-dire une société qui finalement de 6 millions de personnes qui domine une population de 5 millions de personnes, avec des relations évidemment profondément inégalitaires. Et les résultats qui ne manqueront pas de se produire un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, qui sera évidemment fort peu sympathique, ces problèmes n'ont été absolument pas considérés, évoqués de façon tout à fait marginale. Et finalement, je crois qu'on peut dire que par-delà les histoires de centristes, de droito-centristes, de gaucho-centristes, finalement, il y a, et c'est ça qui est véritablement tragique, il y a un énorme consensus dans la société israélienne pour considérer que la relation Israël-Palestine, c'est un non-problème. Jacques ? Oui, au fond, vous avez tous les deux, me semble-t-il, fait le constat que ces élections n'aient exprimé à leur façon les trois constantes de la politique israélienne qui sont celles depuis une quinzaine d'années. Premièrement, l'érosion continue des deux grandes formations historiques traditionnelles. Le mouvement travailliste a repris un peu le poil de la bête, mais manifestement ne retrouvera plus, même, je ne parle même pas des étiages des années 50-60, mais je veux dire les scores qu'avaient fait Peres et Barak. Et quant au Likoud, je crois que c'est tout à fait intéressant, le Likoud qui était déjà atteint par la sortie de Sharon, la création de Kadima, ne retrouve pas, avec Bibi Netanyahou, malgré Bibi Netanyahou, l'étiage qui était le sien dans les grandes époques. Ce que vous avez dit sur l'anticipation qu'a faite Bibi de son score étriqué, l'anticipation qu'il a faite en s'alliant avec Israël maintenant, va dans ce sens-là. Donc l'érosion des deux continue, structurelle, irréversible de ces deux formations
qui, conjugué au scrutin proportionnel intégral, crée une instabilité et une fluidité structurelle de la politique israélienne. Deuxièmement, la permanence des acteurs religieux, parce que ça, effectivement, il y a un électorat alors là, qui est fixe, presque rigide, qui ne bouge pas depuis 40 ans, chasse, électorat, et bon. Donc, cet électorat religieux et ces partis religieux sont là. Alors, parfois, ils sont en position décisive dans des coalitions. À d'autres moments, comme ça peut être le cas, ils peuvent être bordurés. Bon. Mais ils sont là. Et la troisième constante, c'est les va-et-vient du centrisme en Israël. Hein. Vous l'avez dit, hein, de Dash à Chinouille, et de Chinouille au fils Lapid. Moi, j'ai vécu là-bas quand j'ai été ambassadeur, le triomphe du Chinouille, au début des années 2000. Et puis le Chinouille a complètement disparu. Donc là, on ne sait pas effectivement ce que va devenir le nouveau centrisme israélien de Yair Lapid. Est-ce que cette fois-ci il va demeurer? Est-ce qu'il va constituer un véritable pôle en liaison avec le mouvement social et autres? Ou bien est-ce qu'il va s'effondrer? Enfin, ces trois constantes, à mon avis, sont là. Donc il y a une certaine stabilité de la politique israélienne dans le sens de l'érosion des uns et des variations des autres. Mais ce qui me frappe, c'est la deuxième observation, c'est que la campagne électorale avait été lancée par Netanyahou sur le thème de l'Iran, de la menace iranienne, et qu'elle s'achève aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur la perception, plus encore que l'Iran, de la menace sur l'environnement immédiat. C'est l'Iran, bien sûr, mais la Jordanie, mais le Hezbollah, mais la Syrie, mais le Sinaï, mais Gaza. Et ça, c'est évidemment une perception qui va dans le sens de l'organisation d'une grande coalition. Alors là, tous les partis politiques israéliens, évidemment, pourraient se coaliser sur la lutte contre cette menace immédiate. Et donc là, ça conduit effectivement à secondarisé complètement l'enjeu palestinien. Alors je vous pose la question, alors, compte tenu de cette perception, cette analyse, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, quelle est votre analyse personnelle à l'un et à l'autre sur le risque réel d'une troisième intifada dans la prochaine date? Est-ce qu'il y a véritablement un risque de troisième intifada? Là-dessus, on commence à analyser. Bon. Mais quelle est votre position sur l'un et de l'autre, compte tenu de l'environnement régional, qui peut conduire aussi bien à congeler la situation palestinienne qu'à la faire exploser? Moi, je trouve ça intéressant de parler d'Israël et d'Israël avant tout, et de se concentrer sur Israël, et plus parler de conflit israélo-palestinien, parce que c'est en Israël que ça va se décider, et c'est les Israéliens qui inventent leur avenir possible ou pas. Et pour l'instant, ils n'inventent pas, et ils naviguent tout ça grosso modo. Et c'est ça qui pose problème. D'où l'intérêt de regarder précisément ce qui se passe en termes de recomposition politique et tout ça, parce que c'est là que ça joue. Lapid qui sort comme ça, il sort parce que, grâce à un mot, logement. Voilà. Il sort logement. On a besoin des logements, il sort grâce à ça. Il sort mouvement social, voilà. Il sort comme ça. Sinon ça n'existe pas. Et le fait que ça n'existait pas avant, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui change. Après, on regarde Lapid, on se dit, ah, mais c'est un droitier, donc on ferme la porte, on se dit, ah non, il n'y a rien qui change. S'il y a quand même quelque chose qui a changé, il faut regarder ça. Quel avenir pour Israël? Israël, depuis sa création, n'a pas du tout su s'insérer dans l'environnement régional qui l'entoure. Avant, il pouvait se dire, tous les pays sont divisés, c'est des dictatures laïcisantes, autocratiques, qui n'ont rien à voir entre elles. Le Liban, c'est un bourbier, on arrivera toujours à tirer notre épingle du jeu. La Syrie, on leur bombarde comme en 2007 leur usine, ils ne sont même pas en capacité de répliquer, ils font une petite communication comme ça, mais c'est tout, on sait très bien qu'ils sont très faibles. L'Égypte, c'est un bazar pas possible, et de toute façon les États-Unis les tiennent, et la Jordanie, bon, au final, voilà, c'est là où on va pousser tous les Palestiniens, ils sont déjà 70%, ils s'entendent bien là-bas. Aujourd'hui, ça va pas dans ce sens-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une force qui existe, qui s'appelle les Frères musulmans, qui émergent partout,
qu'il y a des grandes difficultés en Égypte, mais on n'a aucun moyen de savoir si elles sont conjoncturelles ou si elles vont durer. Je rappelle quand même qu'il y a 4 mois, Morsi c'était vu comme l'homme de l'année pour Time Magazine et des choses comme ça. C'était le meilleur ami des Américains. C'était voilà. Qu'est-ce qui se passe en Jordanie? Sinon aussi la montée en puissance dans la vie politique et idéologique des frères musulmans, comme la seule force d'alternative à la monarchie, choses comme ça. Bon, voilà. En Syrie, ils sont là aussi. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et bon, au Liban, il y a juste le Liban avec Hezbollah qui est toujours là, qui est toujours plus fort. Voilà. Donc dans Israël, c'est compliqué pour eux. Et c'est d'autant plus compliqué que la base même de ce qu'avait fait la constitution de leur État, ça n'existe plus aujourd'hui. La génération qui pense, on va dire la génération Tzef Stamheil, qui conceptualise un sionisme de gauche en disant on avait raison d'arriver là, on avait besoin d'une terre pour mettre nos têtes, comme il dit, je crois qu'il dit nos têtes, oui. Et on avait raison, et on aurait dû s'en tenir là, on aurait dû s'en tenir à 48, et c'est parce qu'on s'en est tenu là, qu'on s'en est pas tenu là, qu'il y a eu les guerres des 6 jours qui se perpétuent, etc., qu'on déborde de ces frontières-là, de ces frontières de 67, etc., qu'on est dans un bazar comme ça, et qui menace même l'existence de l'État d'Israël, de cet État des Juifs, voilà et tout. Bon, ça aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui pensent comme ça, et c'est une génération qui est très âgée maintenant et qui est en train de disparaître. Et qu'est-ce qu'ils pensent les gens aujourd'hui? Ils pensent pas en termes de sionisme, de gauche, de droite, de tout ça. Il y a le mouvement de ces étudiants là, qui sont un peu rattachés au Likoud, qui parlent effectivement il faut re-sioniser la société, comment dire, israélienne. C'est pas pour rien, c'est parce que les gens ils gèrent les choses au pragmatique, mais ils n'ont pas de projet politique. Ils n'ont pas de projet politique et ils sont coincés des deux parts, parce que de toute façon, soit ce sera plus un État des Juifs, soit ce sera un État d'apartheid. Ce sera l'extension maximum de ce qui se passe aujourd'hui, non pas dans les territoires, mais en Israël elle-même, c'est-à-dire c'est le ministère de l'Intérieur qui organise qu'est-ce qui est donné à quelle municipalité, et qui clairement donne plus aux municipalités qui sont considérées comme, entre guillemets, juives, que les municipalités qui sont considérées majoritairement comme arabes israéliennes, comme par exemple Saint-Jean-d'Acre ou des villes comme ça. Donc là-dedans, il n'y a pas de projet politique, et c'est ça le principal problème. Et pour l'instant, personne n'a de projet là-dessus. Donc voilà, donc l'avenir d'Israël, moi je pense que c'est l'avenir d'Israël et les recompositions politiques en Israël et les recompositions idéologiques en Israël, je pense que c'est là que ça se joue. Et clairement, ça ne se rejouera pas, je pense, enfin, je ne sais rien, mais enfin, j'imagine en tout cas, ça ne se rejouera pas par un rebasculement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant encore de regarder, de se dire que l'éclatement de la vie politique israélienne, c'est vrai maintenant, et la bipolarisation, comme il y avait avant, ça n'existe plus, parce que ça ne se repassera pas par un rebasculement à gauche de l'échiquier politique. Aujourd'hui, le Parti travailliste, ils avaient une opportunité après 12 ans de droite, ils avaient des gens du mouvement social qui étaient dans leur candidat, dans leur liste, des jeunes, des étudiants, des gens brillants, des gens par exemple qui sont nés en Israël, qui ont des connexions, il y a des journalistes aussi d'ailleurs, et bref, ils avaient tout quoi. Ils ont fait 15 sièges. 15 sièges, c'est quand t'as un mec comme ça qui sort du chapeau et est capable d'en faire 19, mais je veux dire 15 sièges, c'est misérable. Avec une chef qui, pour une fois, est installée depuis un peu longtemps, depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans, donc qui a eu le temps un peu de faire campagne sur des thèmes, de se faire connaître. Elle a fait 2 best-sellers, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est quand même connu, c'était pas Amir Peretz ou des gens comme ça, c'est quelqu'un qui était assez, un petit peu charismatique en tout cas. Ils font 15 sièges. Meretz en fait 6, alors ok, ils doublent leur score, mais 6 sièges, bon, voilà. Et après, c'est les Arabes israéliens qui... je veux dire, ça fait pas une coalition, Meretz, Parti travailliste arabe israélien, donc voilà. Donc un rebasculement, ça changera pas l'avenir d'Israël. Donc c'est ça que je pense qu'il faut regarder, c'est quelle nouvelle veine idéologique va sortir, et moi il me semble que c'est là qu'on aura des réponses. Je suis assez d'accord, je voudrais rajouter un certain nombre de points par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Je crois que les Israéliens, leur problème, c'est leurs nombreux problèmes, c'est qu'actuellement, ils se voient retourner 40 ans en arrière. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent de nouveau dans les années 60 avec des adversaires partout, potentiellement tout autour d'eux. Le paradoxe, et c'est aussi quelque part un pied de l'histoire, où c'est une réflexion intéressante sur les hauts et les bas de l'humanité. Il y a 3 ans,
la situation stratégique israélienne, comme vous le dites, n'avait jamais été meilleure. J'avais été dans une situation de béton, avec globalement, finalement, comme véritable souci sécuritaire, le Hezbollah, le Hamas étant sous contrôle, et donc le Hezbollah et l'Iran. Et c'est tout. Donc ils se disaient, bon, après tout va bien. Et là, ils se retrouvent 40 ans en arrière, avec potentiellement des adversaires partout. Donc ça fait réfléchir quand même sur l'histoire. Je crois aussi que, et j'abonde dans votre sens, Israël est devenu un pays de plus en plus hétérogène. La dernière fois où je suis allé en Israël, donc à l'automne, on voit, mais maintenant de tout. On voit des gens qui viennent de Chine, d'Inde, d'Afrique bien sûr, d'Amérique latine, de tous les anciens espaces soviétiques, de tous les pays quasiment du Moyen-Orient, de tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Donc qu'est-ce qui fait tenir ces gens-là ensemble si ce n'est la religion? Donc je crains que justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'on évolue doucement mais sûrement vers un système religieux et purement religieux, parce que finalement ça reste la dernière source. En même temps, comment je vois l'évolution d'Israël, c'est aussi là une anecdote. Un certain nombre de contacts ou d'amis israéliens que j'ai, et j'ai pourtant beaucoup d'amis aussi côté palestinien et côté arabe, quand je les écoute, en tout cas chez les intellectuels, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous si on peut, notre rêve c'est quoi? C'est finalement d'aller à New York, c'est d'aller aux États-Unis, c'est d'aller au Canada, ou éventuellement de retourner en Europe pour ceux qui sont originaires de là-bas. Donc ça fait quand même réfléchir, c'est-à-dire que ceux qui restent en Israël, c'est finalement ou ceux qui ont un agenda idéologique très prononcé, ou ceux qui ont les moyens de rester parce qu'ils ont beaucoup de business là-bas, etc. en Israël, mais finalement, ou ceux qui n'ont pas les moyens justement d'immigrer, dans l'autre sens, et ceux qui peuvent, et ceux qui réfléchissent, ils se disent peut-être que finalement la solution c'est d'aller ailleurs. Et j'ai un certain nombre de cas précis en tête. Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, il ne faut pas oublier l'impact de la crise arabe, c'est-à-dire que voilà, demain, la crise arabe a totalement bouleversé la donne. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on va ou pas vers une nouvelle intifada? Je crois que d'abord c'est absolument impossible de répondre à la question, c'est-à-dire que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que cette intifada probablement ne sera pas planifiée. C'est-à-dire que ça arrivera parce que chacun finalement ou surréagira ou réagira mal dans les deux camps à des incidents dramatiques ou stupides qui peuvent arriver à un checkpoint n'importe où. Mais ce qui me semble sûr, c'est que la réponse aussi à cette question dépendra de la réponse à une question fondamentale à laquelle le gouvernement israélien est incapable de répondre aujourd'hui, qui est avec qui négocier côté israélien. Pourquoi, c'est une digression, mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas donné l'ordre de poursuivre au sol dans la bande de Gaza en novembre? Il y a des tas de raisons, mais l'une des raisons majeures, c'est parce que, en admettant même qu'ils y soient allés, malgré tous les risques que ça impliquait, etc., et admettons même qu'ils aient réussi en 1 semaine ou 2 semaines à reprendre le contrôle de la bande de Gaza, ils ne pouvaient pas rester. Donc la question clé, c'est ok, on a récupéré la bande de Gaza, dans le meilleur des cas, on a même chassé la direction du Hamas, mais ensuite, on donne les clés de Gaza à qui? Et on rend la bande de Gaza à qui? À Mahmoud Abbas, qu'on voue hégémonie parce qu'il a eu le culot d'aller aux Nations Unies faire autoproclamer l'État palestinien? Sûrement pas. Alors à qui? À Barghouti qui est en prison en Israël et finalement dont on se demande est-ce que finalement ça peut pas être une option. Un jour on laisse aller Khaled Meshal à Gaza pour finalement se dire peut-être que finalement Khaled Meshal c'est finalement peut-être une option crédible. Un coup on parle de Mohamed Dalan en disant ah oui mais finalement oui mais c'est vrai il est quand même totalement délégitimé, donc voilà. Donc c'est à dire que le gouvernement israélien n'a aucune idée, en tout cas aucune certitude de savoir avec qui négocier. Est-ce que c'est avec Ismaël Haniyeh? Voilà, donc je crois qu'il est dans le flou le plus total. Et tant qu'il ne pourra pas répondre à cette question... Nous aussi. Hein. Oui, mais tant qu'il sera incapable de répondre à cette question clé, les risques, à mon avis, d'intifada ne feront qu'augmenter.
Si un jour il prend une décision stratégique, il dit voilà, on a décidé que finalement on a posé les cacahuètes et on décide qu'il faut négocier avec Khaled Meshal et que Khaled Meshal est le seul qui ait finalement à la fois le charisme, l'autorité, etc. pour prendre la suite de Mahmoud Abbas et de présider aux destinées du peuple palestinien. À mon avis, là, oui, ils peuvent éviter l'intifada parce qu'ils se lancent dans une logique de négociation. Mais en fait, ça veut dire clairement remettre sur le dessus de la pile le dossier palestinien. Or, comme vous le disiez très justement, ils en sont, c'est le 6e ou le 7e dossier sous la pile de leur priorité. Donc à mon avis, on va vers une intifada, c'est inéluctable. Je ne sais pas ni quand ni comment, mais à mon avis, c'est inéluctable. Sauf si ils décident véritablement de répondre à cette question. Et pour finir, et c'est juste une vision, là encore une fois très personnelle, puisque vous me le demandez, moi ce que je vois, et je trouve que c'est ça le plus inquiétant, c'est qu'on est, si j'utilisais cette image, le peuple israélien, le peuple palestinien, ou les Israéliens et les Palestiniens ont compris que maintenant il fallait divorcer. Après de multiples tentatives, diverses et variées, essais de raccommodage, etc., même d'assassinat, ils ne sont pas arrivés. Donc il va falloir passer devant le juge, il faut divorcer. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à divorcer. Et ils ne trouvent personne pour les aider à divorcer. Et donc, ils en sont arrivés à un tel stade de lassitude, c'est même plus de la haine. Il y a une, à l'époque, quand vous vous tapez dessus parce que vous vous haïssez dans un couple ou quoi, ils en sont même plus là. C'est-à-dire que là, ils en sont dans le déni de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, des deux côtés, l'autre les a tellement fatigués au dernier stade, écœurés, tout ce qu'on veut, qu'ils se disent, je suis dans le déni, je ne veux plus le voir. Donc, comme je ne veux plus le voir, je construis un mur qui m'empêche de le voir. Et finalement, comme vous disiez très justement, je vis paisiblement, je pense vivre paisiblement en niant, c'est pas en niant, mais disons en oubliant ou en faisant semblant d'oublier l'existence de l'autre qui est invisible de l'autre côté du mur. Bon, voilà, pour moi, je pense que ça ne peut pas aller dans le bon sens et que ça mène forcément quelque part à une situation psychiatrique grave. Et des deux côtés, c'est pas du tout, c'est vraiment mutuel des deux côtés, et qui, à mon avis, ne présume rien de bon pour l'avenir. En fait, j'aimerais bien vous poser une question, mais avant de vous poser la question, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose par rapport à la troisième intifada. Maintenant, sur les Palestiniens par rapport à leur retard de la troisième intifada, parce que les Palestiniens savent une chose très claire, c'est une fois pour toutes, comme on l'appelle. C'est-à-dire, la troisième intifada, ça ne va pas être comme la première ou la deuxième, ça va être la finale. Parce qu'on se moque sur le site internet, on peut dire, toujours, les Palestiniens, ils ne mourront pas 1000 ou bien 10 000, les Syriens, ils vont commencer de se moquer de nous. Au côté, nous avons sacrifié contre l'Asad 1000 Syriens chaque jour, et vous, contre les Israéliens, ou bien contre quelqu'un qui ni de votre religion, ni de votre race, etc., et vous perdez la vie chaque jour 100 ou bien 200, non, ça c'est fini. Soit on va tous sortir à la rue, les enfants, les femmes, c'est un vrai intifada, si ça va être le troisième. Ça veut dire qu'un vrai changement, c'est pourquoi peut-être la retard. Parce que ça va être une fois pour toutes, comme on l'appelle. Ma question, est-ce que les Palestiniens maintenant, qu'est-ce qu'elles attendent de la nouvelle génération leader israélien? Nous avons vu, il y a des changements partout dans le monde arabe. Dans l'Égypte, les Jordanies, les nouvelles générations, soit les laïcs, soit le musulman, le frère musulman, tous les mêmes idées. Nous avons marre, nous voulons la sécurité, nous voulons la liberté, etc. Est-ce que comment les Israéliens, l'appellent maintenant moitié changement en Israël? On ne peut pas dire qu'il y a changement total. Est-ce qu'il y a des étudiants rationalistes qui disent voilà, regardez, il y a 134 pays qui vont voter contre la pénalisation de accepter la Palestine comme un État. Est-ce que les Israéliens vont dire c'est ce que nous avons venu de l'Europe, je ne sais pas de où, nous avons occupé d'autres pays, on a chassé 7 millions de Palestiniens ailleurs. Est-ce qu'ils vont dire c'est suffit, on va accepter la Palestine 67, c'est votre pays? Et comme ça, on va faire un pays avec tout le monde arabe, parce qu'on ne peut pas dire le frère musulman, nous avons un ami en Égypte. Bien sûr, vous avez un ami si vous occupez la Palestine.
si vous allez terminer votre année, voilà, terminer l'occupation, et c'est comme ça un vrai pays vitable. Comment est-ce que vous évaluez qu'il y a une décision rationaliste de la nouvelle génération israélienne de dire c'est le moment, ou bien franchement il y a un risque, un vrai risque de la Palestine contre Israël, de la Palestine avant de la vie arabe. Parce que cette fois, nous, les laïcs palestiniens, nous sommes les libéraux palestiniens, nous sommes fatigués d'Israël plus que les partis musulmans en Palestine, comme Hamas ou bien Jihad islamiste. Nous, les Palestiniens, les libéraux, nous avons marre d'Israël plus que les radicales. Nous avons être le premier ligne, s'il y a un problème avec Tibada, nous, les libéraux, on va être le premier ligne avant le Hamas ou bien avant. Est-ce que nous voulons vivre comme l'autre pays? Est-ce qu'il y a une vraie pression des Européens et Américains pour dire à Israël c'est votre dernière chance, ou bien seulement on va laisser les Palestiniens et les Israéliens pour le dernier moment en vraie guerre entre tout la prochaine? Merci. Une dernière question encore? Non? Alors on revient sur cette... Sur le fond, je veux dire, je comprends très bien votre analyse et elle se comprend très bien. Je crois qu'il y a un moment actuellement, alors je répondrai directement avec une anecdote qui n'est pas liée à Israël-Palestine, mais plutôt à la manière dont, et ça rebondit sur la crise arabe et sur en effet l'émergence quand même d'un mouvement d'assez et de ras-le-bol général dans la population arabe. Je veux dire, pas sur le dossier palestinien, mais en général, face à la gouvernance, face aux problèmes de société économique, etc. Quand les Égyptiens se sont soulevés et que les Tunisiens venaient de faire partir Ben Ali. Les Tunisiens, et c'est ça aussi qui a contribué, disons, à soulever le peuple libyen. Les Tunisiens disaient à leurs frères, si on peut dire, ou leurs cousins libyens, pour qu'on puisse voir les vrais hommes, vous devriez un petit peu vous baisser, parce que là, actuellement, on ne voit pas les vrais hommes. Sous-entendu, vous Libyens, vous attendez quoi pour prendre la suite et pour vous soulever, comme nous, les vrais hommes, les Tunisiens, on a réussi à le faire, et comme les Égyptiens le font. C'est une manière indirecte de vous répondre par rapport à ce qui se passe aussi là-bas, et donc je suis assez d'accord sur le fond. Et je comprends très bien la frustration grandissante et montante, notamment dans la frange de la population laïque palestinienne. Je crois, je ne redis que ce que je dis tout à l'heure, c'est pareil, actuellement il y a tout simplement un déni et une lassitude qui fait que du côté israélien, les Israéliens se disent, après tout, soyons fatalistes et on verra bien ce qui arrivera. Et c'est ça aussi qui m'inquiète, parce que je pense qu'en effet ça ne va pas dans le bon sens. Ce que je vois aussi, c'est qu'en termes géopolitiques, il y a un moment, au sens quand on parle de moment dans l'histoire, où il y a un moment qui en effet peut donner l'impression à la mouvance palestinienne que les événements lui sont plutôt favorables, puisqu'on a un président américain qui dit clairement, après tout, vraiment j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, donc qui a une certaine tendance à se désintéresser du dossier du Moyen-Orient, et qui dit clairement, moi mes priorités sont ailleurs, sont en Asie, sont dans le Golfe, sont de contenir l'Iran, de contenir l'Irak, de contenir le Pakistan aussi. Donc finalement, je n'ai pas réussi à faire pression ni sur Netanyahou, ni sur Mahmoud Abbas, donc finalement je n'ai pas envie de prendre des coups encore inutilement pour rien, donc on verra bien. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que je n'imagine pas l'administration américaine soutenir, en tout cas certainement pas avec le secrétaire d'État et le ministre de la Défense qui sont aux affaires, soutenir Israël si Israël se met lui-même dans une situation de provoquer ou en tout cas de réprimer fortement l'intifada. Donc peut-être que les Palestiniens peuvent se dire, après tout, on n'aura pas le soutien des Américains, mais les Américains ne soutiendront pas non plus les Israéliens. Donc voilà, c'est un petit peu le même son de cloche côté des Européens. Les Russes ont des tas d'autres soucis à gérer et c'est pas non plus leur priorité. Donc peut-être qu'ils peuvent être tentés de se dire, finalement, comme il y a un relatif désintérêt
ou des engagements des acteurs traditionnels, utilisons le rapport de force classique et puis voilà, voyons ce que ça va donner. C'est une possibilité. Peut-être en étant totalement cynique ou si je faisais référence à un drame grec, peut-être que malheureusement suffisamment de sang n'a pas encore coulé entre les deux peuples. Et parce que finalement, si on regarde le nombre de victimes des deux côtés, il est certes élevé, enfin il y en a toujours trop, mais si on le compare aux autres conflits, comme vous le disiez très justement, ne serait-ce qu'à la guerre civile qui ensanglante actuellement la Syrie, des conflits comme Iran-Irak, etc., qui ont été incroyablement plus meurtriers, on peut dire après tout, quelques milliers de morts d'un côté, quelques dizaines de milliers de morts de l'autre côté, finalement c'est peut-être pas énorme. Donc peut-être qu'il faut en remettre une couche pour convaincre les uns et les autres que là maintenant il faut vraiment négocier et il faut vraiment trouver une solution. Bien évidemment, je n'appelle absolument pas à cette option-là, mais en tant qu'analyste, peut-être... Sur cette option-là, est-ce que... Parce que le scénario classique, c'est quand ça barre à Gaza, la Cisjordanie reste tranquille. Là, ça reste tranquille. Et là, ça serait l'inverse. Ça pourrait péter en Cisjordanie, de façon... Et que ferait Gaza? Que ferait le Hamas? Est-ce que vous croyez que le Hamas, dans ce scénario politique fiction qui peut très bien, est-ce que le Hamas se rallierait à, si vous voulez, une troisième intifada ou préférerait garder la sécurité sur Gaza? La division du politique palestinienne n'est pas un facteur qui est favorable pour eux. Tout ça se place quand même, et après je passe le micro à mon camarade pour qu'il puisse répondre, ça se place quand même clairement dans un contexte de lutte de pouvoir au sein de la classe politique palestinienne. J'imagine mal Khaled Meshal, Haniyeh ou son successeur disant le Hamas cantonné à Gaza va regarder paisiblement les frères s'entredétruire, les cousins s'entredétruire et nos frères palestiniens aller au carton tout seuls face aux Israéliens. J'imagine pas ça une seconde. Donc à mon avis, comme ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est le leadership au sein de la population palestinienne. C'est-à-dire, c'est qui sera demain le vrai ou le premier peut-être président, reconnu de l'État palestinien officiellement reconnu. Je pense que Meshal se dit qu'il a ses chances et que évidemment, s'il veut gagner sa légitimité, il faut qu'il combatte et il faut qu'il aille au carton. Je veux dire, ça me semble évident. Donc, j'imagine pas Gaza restant tranquille alors que l'incendie s'allumera en Cisjordanie. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en sais pas grand-chose. Je me pose juste une... Déjà, moi je pense que si les Palestiniens, mais après je suis pas palestinien, donc c'est un peu difficile toujours de parler comme... Voilà. Déjà, ils se rebelleront en premier contre leur propre leadership. Je veux dire, Mahmoud Abbas, on voit les images de Ramallah quand il y a la proclamation de l'État, mais... moi j'étais à Hébron le lendemain, je parle de septembre, pas de la proclamation d'État, je parle de septembre 2011, pas de cette fois-ci, mais c'était pas très très différent. À Hébron et dans un endroit comme ça, personne faisait la fête et toutes les télés allumées et tout ça, c'était quand même, c'était pas du tout vécu comme une fête et le ras-le-bol de Mahmoud Abbas est quand même assez prononcé. Le ras-le-bol de Hamas à Gaza, c'est quelque chose aussi. Ça fait quand même quelques anniversaires qu'ils sont obligés de rameuter tout le monde avec une grande place et tout, qui n'est pas forcément remplie. Depuis le 23e anniversaire, c'est quand même assez peu... voilà, ça fait bien sur les photos et ça fait bien sur les images pour CNN ou pour tout ça, mais voilà, il n'y a pas une grande adhésion pour moi des Palestiniens à leur propre leadership. Donc je pense que déjà ils commenceraient par faire le ménage chez eux, pour la simple raison, c'est qu'il y en a déjà eu deux. Qu'est-ce qu'ils gagneraient avec une troisième? Qu'est-ce que les Palestiniens aujourd'hui ont à gagner à une troisième intifada? Il y a l'argument dignité, effectivement, trop c'est trop et tout ça, mais à part ça, il y en a déjà eu deux avant, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient gagné, ils ont totalement perdu sur tous les plans. Les Israéliens se sont servis, la droite israélienne s'est servie des intifadas pour gagner encore plus de terrain et pour parfois s'imposer politiquement comme Sharon. Donc
Je sais pas, enfin, moi c'est la question que je me pose. Et juste une remarque pour rebondir un peu sur le débat en Israël tout à l'heure. Moi je pense qu'il y a un deuxième substrat, en fait, à part le substrat religieux qui fait un peu l'union en Israël, c'est l'acceptation d'un État palestinien sur les frontières de 67 avec un échange de territoire. Je pense que globalement, si vous dites ça à tout le monde, vous dites oui, pourquoi pas, oui. Et puis les logements, là, c'est ça qui est intéressant, donc on va en parler. Par contre, ça, je pense que c'est vraiment très répandu aujourd'hui. Par contre, s'ils ont le choix, si pour le faire, ils doivent affronter leurs propres citoyens, les colons, les choses comme ça, avec des armes et tout ça, ça, ils diront non, effectivement, on ne fera jamais ça. Par contre, s'il y a une intifada, on combattra l'intifada, quoi, mais on ne combattra jamais pour un État palestinien en 67. Mais ils acceptent la perspective. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut penser les choses, qu'on peut penser Israël aujourd'hui. Mais vraiment, moi, cette troisième intifada, je ne suis pas sûr. Enfin, je me demande comment elle partirait, par qui, par où. C'est une question. Hein. Je ne dis pas du tout, que. Enfin, je la sens pas inévitable, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. Je sens pas, je sais pas. C'est un scénario. C'est pas forcément qu'on va faire la troisième intifada. C'est un scénario. Le bleu, c'est la troisième intifada spécifique. Comme on regarde maintenant, c'est spécifique. On ne va jamais utiliser les armes parce qu'on sait le lobby juif ici en Europe, aux États-Unis, comment on veut tout tourner l'image. Mais en même temps, l'intifada, spécifiquement, c'est un moyen. Nous avons rien dit qu'est-ce qu'elle fait. Nous avons ici en France qu'est-ce qu'elle fait. Tout le monde a le droit de. Nous avons une occupation très énorme, elle se tient partout, de l'Europe avant de les États-Unis. Comment on va terminer cette occupation? Il faut chercher des moyens. Moyens d'intifada spécifiques, d'autres moyens. Le moyen, c'est les Européens ou bien les Américains forcer Israël de retirer de leur territoire. C'est très bien. Mais si ça n'existe pas, encore, on ne peut pas rester sur la checkpoint, quelqu'un qui vient de la Russie ou bien je ne sais pas d'où, 18 ans, un soldat m'a dit, moi je suis doctorant de France, je vais aller en Palestine, je vais rester 7 heures ou bien 8 heures sur le checkpoint. Pour quelqu'un soldat qui a 18 ans, qui m'a laissé 7 heures sur le checkpoint, non, je ne voulais pas, c'est pas une vie encore. Vous voyez, je suis capable de faire un débat de Bourdi, non, mais mieux que je vais rester 7 heures sur le checkpoint. Mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je parlais de l'argument de la dignité. Mais de même que c'est, par exemple, si on prend Naplouse, avec tous les checkpoints qu'il y avait avant. Moi, je me souviens, quand je suis allé 2 mois après l'opération Rempart à Jenin en 2001, il y avait des checkpoints partout. Voyager, c'était en Cisjordanie, c'était, je restais bloqué 3 jours à Teiché, c'était voilà. Depuis, ils ont décidé d'en enlever plusieurs quand même. C'est Israël qui a décidé ça. Et c'est Israël qui aujourd'hui a la clé de la décision. C'est pour ça, et je pense que les Palestiniens, ils sont au courant de ça, ils le savent, et donc ils se disent quel levier d'action on a, si ce n'est, c'est pour ça que je disais contester Mahmoud Abbas, contester Hamas, quel levier on a, si ce n'est contester notre propre leadership, d'abord, qui n'a pas été capable de s'unifier, qui n'a pas été capable de produire une vraie administration, enfin c'était quand même ça que les États-Unis et Mahmoud Abbas ont vendu avec Salam Fayyad, produire une vraie administration, qui soit sur tout le territoire et qui paye les gens bien, qui soit capable de créer des élections. Aujourd'hui, les élections, c'est quand même une vaste blague. À Hébron, pareil, je rappelle que quand même, il n'y a pas eu d'élection depuis 30 ans. Donc bon, c'est un maire qui a été nommé par... C'est un pote de Mahmoud Abbas qui a été nommé et qui est là depuis des années. Bon, c'est ce leadership-là qui est apprendre entre affronter Israël où on n'aura rien à gagner et affronter un leadership où au moins on aura peut-être un État, entre guillemets, un peu plus démocratique ou quelque chose. Donc voilà, moi je pense que c'est cette direction-là que s'il y a une organisation ou s'il y a un mouvement comme ça un peu politique qui sort en Palestine, je pense que c'est ça qui va... En personnel, mais juste une chose par rapport au leadership. Israël, ils ne vont jamais trouver quelqu'un qui peut faire l'approche en premier à Arafat. Nous avons vu ce qu'il fait de Arafat tout l'entier. Alors, on ne cherche pas d'excuses de côté. Il y a Gaza, il y a Hamas, il y a Fatah, il y a des visions entre les deux parties. Il y a un vrai problème en Palestine, c'est l'occupation. Et après, nous, les Palestiniens, on va gérer notre interne problème. Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, c'est pas une question de, pour moi, quel est le problème principal, c'est quel est les leviers d'action. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est cette question qui vient avant tout. On prend une dernière question. Oui. Non, une dernière, madame. Est-ce qu'il est prévu des nouvelles élections en Palestine? Est-ce qu'il est prévu? C'est prévu. Voilà, alors, et puis on conclut là-dessus. Les élections, elles sont prévues déjà depuis 2 ans. Elles auraient dû se tenir il y a 2 ans. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ce que la classe politique palestinienne, ce sur quoi elle s'est entendue, c'est de dire les élections auront lieu dès que nous avons signé, c'est-à-dire que nous sommes d'accord sur la réconciliation interpalestinienne. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qui manque? C'est uniquement une réunion où Ismaël Haniyeh, Khaled Meshal et Mahmoud Abbas se rencontrent et signent un document disant voilà, on est d'accord sur tout, on s'est réconcilié et demain, enfin pas demain, mais dans 2 mois ou dans 1 mois, le temps de les organiser, on fait les élections. Voilà ce qui manque, c'est tout. Donc ce qui manque, c'est la réconciliation interpalestinienne. Pardon, si vous... Je voulais juste rajouter un point qui me semble vraiment important. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui me marque, c'est dans les années 50 ou 60, vous aviez quoi? Vous aviez le fatalisme, côté, pour faire très simple et pour aller un peu dans les clichés. Vous aviez du fatalisme du côté palestinien ou arabe et vous aviez une vision côté israélien d'une société. Il y avait une vision. C'est ça qui a permis la création et l'expansion d'Israël. Aujourd'hui, il y a quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus aucune vision. Et il n'y a certainement pas de vision en Israël. On peut en débattre, etc. Et il n'y a pas non plus de vision côté palestinien. Et le drame, c'est qu'il y a maintenant du fatalisme des 2 côtés aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours du fatalisme un petit peu côté palestinien, mais il y a devenu beaucoup de fatalisme dans ce qui advient côté israélien. Donc ça m'inquiète, et en tout cas, je trouve ça dommage. Mais surtout, c'est qu'il y a une absence totale de leadership des 2 côtés. C'est-à-dire que quand la paix a progressé au Moyen-Orient, quand vous aviez une conjonction astrale favorable avec un leadership, ce qui veut dire charismatique, des 2 côtés, quel qu'il soit de droite, de gauche, terroriste ou pas terroriste, etc. Or, actuellement, vous avez une absence totale de leadership côté palestinien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse, c'est avec qui négocier. Et moi, je crois qu'il faudrait justement qu'il y ait un leadership qui émerge côté palestinien. Et vous avez une absence complète de leadership côté israélien aussi, puisqu'on le voit bien. On a disserté pendant 1 heure pour savoir si, oulala, Netanyahou, est-ce qu'il va faire cette coalition-là, etc. Mais si Netanyahou avait un vrai leadership, il aurait déjà fait sa coalition. C'est-à-dire que là, Shimon Peres annonce les résultats officiels du scrutin, donc charge officiellement le premier parti, donc Netanyahou, de former le gouvernement. Et 3 heures après, vous avez Netanyahou qui revient le voir, qui dit « bonne nouvelle, ça y est, j'ai mon gouvernement, voilà. » Et d'ailleurs, on va avancer, voilà la vision et voilà où on va. Donc on a une absence totale de leadership. Donc ma conviction, c'est que la paix ne sera possible, ou du moins une évolution favorable et positive du dossier palestinien ne sera possible que quand on aura un vrai leadership charismatique du côté israélien et du côté palestinien en même temps. Bon courage.